Bienvenue dans cette nouvelle chronique du All Geek. On va commencer tout de suite par une petite question que j'ai à vous poser, puisqu'en fait je suis en train de relire un certain nombre de choses, puisque cette semaine encore, pas d'achat. Voilà, c'est comme ça. Du coup, je me demandais si ça vous intéressait, en tout cas si vous seriez intéressé par des autres chroniques sur la suite des arcs que j'ai pu vous présenter. Je sais que la dernière fois je vous ai présenté toute la partie, la fin du run de Mark Waid et Mike Wayango sur les 4 Fantastiques. Est-ce que ça vous intéresse que je fasse les débuts de Straczynski et de McCone dessus? Voilà. De même, pour les Thunderbolts, est-ce que vous avez envie de suivre cette série, en tout cas tout le run de Parker jusqu'à la fin ou pas? Voilà. C'est une petite question ouverte pour savoir si voilà, vous serez intéressé. Du coup, moi, ça permet de créer un peu un fil rouge et puis aussi d'avancer un peu dans les histoires. C'est du gagnant-gagnant, je lis et je vous raconte. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Voilà. Et donc, sans plus attendre, on va commencer par la première review. Pour cette première review, justement, en farfouillant dans mes différents kiosques, j'ai retrouvé ces deux numéros, donc le Marvel Star 16 et le Marvel Star 17, donc qui sont respectivement de mai 2012 et de juin 2012, avec le début de Jason Aaron sur Hulk. Voilà. J'ai trouvé ça intéressant de relire Hulk, parce qu'effectivement, là, on va bientôt arriver à la fin d'un cycle en France. Immortal Hulk s'est terminé aux États-Unis et va se terminer cette année en France. Et du coup, c'est notre ami Donny Cates qui reprend le géant de Jade avec une orientation complètement différente. Et là, c'est pareil, en fait, suite à tout ce qu'il y a pu y avoir avant avec Planet Hulk, Fall of the Hulk, et etc. On reprend, aussi le run avec le Hulk, on reprend sur un nouveau départ avec Jason Aaron et accompagné au dessin, spécial dédicace à mon ami Escobar, de Marc Silvestri. Voilà. Donc ça me paraissait intéressant de voir ses débuts, sachant que Marc Silvestri ne dessine que les 3 premiers numéros. Donc 3 premiers numéros, alors qui sont de toute beauté, forcément si on aime le... À vrai dire, j'ai cherché un petit peu dans ma bibliothèque ce que j'avais comme œuvre de Marc Silvestri, puisque je ne possède pas beaucoup d'X-Men, très peu de Wolverine aussi, et du coup, en fait, j'ai pas grand-chose. J'ai pas Cyberforce, j'ai pas suivi quand c'est sorti en kiosque, donc en fait, j'ai très peu de Silvestri, à part ces épisodes. Voilà, donc ça me paraissait intéressant de vous les présenter. Donc on suit un Hulk qui trouve refuge auprès de Moloïd. Il est tranquille, voilà. Il va chasser, il leur apporte à manger. Il essaye de s'intégrer, mais sans plus. Il préfère rester tout seul. Une thématique assez connue dans le monde de Hulk. Sauf que forcément, rien ne peut durer. Et on vient le chercher. Qui est comment? Une personne qui s'appelle Amanda von Fatalis. Rien à voir. Je ne sais pas si c'était un troll de la part d'Aaron de faire ça, mais effectivement un personnage qui s'appelle Fatalis, mais qui n'a rien à voir avec Fatalis, et qui au contraire le dénigre en disant vraiment c'est pas bien. Bon. Il faudrait que je relise ce court run de Jason Aaron qui ne fait que 16 épisodes, qui est sorti je crois en un deluxe complet, il y a quelques années. Et du coup, cette personne lui dit écoute-moi mon gars, on vient te chercher parce que Bruce Banner il fait des problèmes. Alors, forcément, on s'inquiète, on se dit, Bruce Banner, c'est pas Hulk, qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, on tombe sur une île avec des animaux mutés et un Bruce Banner qui a l'air complètement fou. Et on comprend très vite qu'il essaye de refaire des expériences pour recréer Hulk. Pourquoi? Comment? Donc, ça, c'est le premier épisode. Donc, on passe au second épisode dans ce numéro.
Voilà. Ça, c'est, du coup, c'est, oui, c'est le deuxième épisode avec des requins géants. Donc, on a une petite synthèse, effectivement, et on voit bien qu'il y a une séparation de Hulk et de Bruce Banner. On ne sait comment, mais il y a une opération qui a été faite, on ne sait par qui. On le découvrira bien plus tard dans le run. Et on voit bien deux personnes distinctes, alors qu'ils ne formaient plus qu'eux. Et effectivement, la question c'est, maintenant que Hulk est tout seul, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire Forcément, Hulk est attaqué par deux des monstres que Bruce Banner a fait, qui lui vouent une dévotion qu'il appelle père. On est un peu dans l'île du docteur Moreau, avec ces animaux un peu modifiés, humanoïdes. Et Hulk, on a des scènes d'une violence sans nom, hein, on voit, il explose tout. Hulk ne se retient pas. Je sais pas retenu. Et je vous montre des splash pages qui sont vraiment très bien. Et du coup, Hulk décide de retrouver cette personne Amanda Fatalis pour dire ok, bon, je marche avec vous, mais Banner, il est pour moi. Et l'arc se termine à ce moment-là. 3 épisodes très très courts qui permettent effectivement de lancer le run de Jason Aaron en disant avec ce postulat, Hulk et Banner sont séparés, Hulk est devenu complètement fou. D'ailleurs, il y a une scène, il faut que je la retrouve, qui était assez marrante. Je ne vais pas la retrouver parce que, comme vous le savez, forcément, je suis très mal organisé. Ah oui, j'ai raté les requins géants. Je ne vais pas retrouver. Voilà. Donc en fait, on a une scène entre Betty et Banner où ils essaient de prendre des vacances, mais en fait, ils sont allés sur une île irradiée où en fait, Bruce est complètement obnubilé par la recherche de Hulk. Et là, on voit donc effectivement cette Ride She-Hulk là aussi de toute beauté. Et voilà, il va essayer toutes les possibilités, s'injecter des produits, faire des choses pour recréer Hulk, qui est la partie manquante. En fait, Bruce Banner, alors qu'il a toujours voulu se débarrasser de Hulk, sans lui, se sent vide. C'est très intéressant comme point de vue. En tout cas, c'est quelque chose qui rebat un petit peu les cartes par rapport à ce colosse de jade, et je trouvais ça assez intéressant. Voilà. Donc en tout cas, sur ces 3 épisodes, comme vous l'avez vu, on met les choses au clair. Le savant fou Bruce Banner, traqué par une organisation gouvernementale qui traque les savants fous et qui engage le Hulk pour s'en débarrasser. Voilà. Prochaine ouverture des hostilités avec l'épisode 4, qui sera dessiné par Walt Portacio. Et là, ça fait très mal aux yeux. Ah oui. Oh oui. Petit teaser, voilà, pour peut-être une prochaine review. On passe maintenant au gros morceau avec un héros dont on ne parle pas assez sur la chaîne. Et non, Spider-Man, et bien sûr. Et on va le faire tout de suite avec la deuxième review. Pour cette deuxième review, j'ai décidé de vous parler de Ultimatum. Donc c'était très... Alors moi je l'ai en version anglaise, mais sorti en version française, écrit numéro 1, parce qu'effectivement, en librairie, Miles Morales, version Saladin Ahmed, n'a commencé qu'à partir de l'épisode 16. Et oui, je cherchais pas pourquoi. Donc bon, dans ce trade paperback qui contient les épisodes 16 à 21, donc scénarisé par Saladin Ahmed et dessiné par plusieurs dessinateurs, hein, Corey Smith, Carmen Carnero et Marcello Ferreira, nous raconte finalement un petit peu ce qui se passe côté Miles. Alors effectivement, avec la naissance de sa petite sœur, on a en fait, ce qui est assez marrant dans cette série, c'est qu'on a vraiment des tranches de vie côté Miles, où on voit avec sa sœur qui doit faire du babysitting, etc. Bon, c'est un petit épisode dessiné par Corey Smith qui est vraiment anecdotique, qui apporte pas grand chose, hein. Il y a quand même des petites choses qui arrivent, mais avec le Prowler notamment, parce que Prowler qui est son oncle dans l'univers Ultimate et qui est à nouveau dans l'univers principal. D'ailleurs, les deux Prowlers ne se sont jamais rencontrés. C'est marrant. Bobby Brown
et Aaron Davis ne se sont jamais rencontrés, et en fait, ils rencontrent Ultimatum. Ultimatum, qui, je ne me souviens plus si son identité avait été révélée ou pas à ce moment-là, mais si vous voulez en savoir un peu plus sur ce personnage, je vous invite à lire le Spider-Man 2, voilà, de Michael Bendis, Brian Michael Bendis et de Sarah Piketty. Voilà. Et donc, Ultimatum, qui était arrivé il y a quelques numéros, qui avait ravagé toute l'école de Miles, etc., avec les super bouffons. Il y a plusieurs choses qui se télescopent. On a aussi un Miles qui est surveillé par une division spéciale qui s'appelle The Cradle, donc Child Hero Reconnaissance and Disruption Law Enforcement. En fait, ça n'est jamais sorti en France, mais il y a eu une mini-série qui s'appelle Outlaw, où en fait il y a eu un mini Civil War en fait, avec les jeunes héros en fait. Suite à une loi de recensement ou d'interdiction des vigilantes ados, voilà, ils sont traqués, un petit peu comme ça a pu être dans Civil War. Donc on retrouve l'équipe des champions avec Kamala Khan, Miss Marvel, Nova, Ironheart, Hulk, Amadeus Cho, Miles Morales, Spider-Man et d'autres personnages qui se retrouvent finalement embrigadés dans cet événement. Voilà. C'est un peu dommage que Panini l'ait jamais sorti en France, parce que je pense que ça devait être assez intéressant. En tout cas, là, on voit bien que c'est un peu un tie-in à tout ceci, voilà, parce que du coup, Spider-Man Miles est recherché par cette unité pour être arrêté. Voilà. Donc, bien sûr, on voit aussi un Spider-Man, ça m'avait pas forcément marqué, mais un Spider-Man qui est ultra fort. Vraiment, il est pour le coup beaucoup plus fort que Peter Parker. C'est assez impressionnant de voir avec quelle aisance il peut se débarrasser de tous ses adversaires, que ce soit avec ses lance-toiles, son électricité, son rayon venin, comme il appelle, ou son invisibilité. Il est quasi imbattable. Ça donne d'ailleurs des choses assez troublantes. Et on finit sur d'autres peu troublants, sur un Spider-Man qui l'attaque chez lui. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs choses qui se passent donc, dans ce tome. D'ailleurs, c'est peut-être un petit peu difficile à résumer, puisque en fait, on a des tranches de vie, Outlaw, El Cradle, etc., qui le recherchent. On a Ultimatum, on a ce personnage qui lui ressemble, qui d'ailleurs fait appel à un autre personnage qu'on avait vu plus tôt dans la série, donc l'assesseur, qui avait torturé Miles, qui avait fait des échantillons sur lui, qui avait été sauvé par son père et son oncle, et qui avait d'ailleurs conduit son oncle à parier beaucoup plus et à redevenir finalement un criminel à la solde d'Ultimatum. Donc c'est plutôt très intéressant tout ça, et du coup Ultimatum, son but avec sa drogue Goblin, ça va être de transformer la plupart des personnes en... Est-ce que j'ai une page assez sympathique? Voilà, en Green Goblin. Voilà, parce qu'on a ce Green Goblin de l'univers Ultimate, Norman Osborn, qui est d'ailleurs plus un homme de main ici qu'un scientifique, comme si le bouffon l'avait complètement lobotomisé en termes de réflexion. C'est d'ailleurs assez troublant. Et moi, ce que j'ai bien aimé, qu'on retrouve cet affrontement qui va finir en apothéose avec un certain nombre de héros qui vont rejoindre la bataille contre Ultimatum. Ultimatum qui possède un certain nombre de pouvoirs. Il a une armure un petit peu comme à l'Iron Man. Il peut grandir comme Giant Man. Il a un pouvoir. Il a le bouclier de Captain America. Voilà. Je ne sais pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais il l'a. Et c'est vrai qu'on a un certain nombre de héros qui s'allient contre lui, de héros qui sont dans le cast de Miles Morales, mais aussi Captain America qui était là au début. Donc on a un combat plutôt sympathique. Voilà. Alors ça a l'air un peu fouillé comme ça quand je le raconte, parce qu'effectivement c'est collecté dans un tome, mais il y a beaucoup de choses qui se passent, et finalement
bah, il n'y a pas tous les épisodes qui sont liés à Ultimatum. Il y a un peu de tout. Il y a des sous-intrigues, des tranches de vie. On voit Miles évoluer. En fait, je trouve ça plutôt pas mal parce qu'on a une écriture qui est plus vraiment dans le style des trade paperback qu'on a. Trade paperback, on a 5, 6 numéros avec une histoire qui va d'un point à un autre et très peu de subplot. Là, il y a beaucoup de subplot en fait. Du coup, des épisodes un peu par là, ou même des épisodes standalone. Donc c'est une lecture assez rafraîchissante et en tout cas qui marche très bien. Alors, certes, il y a toujours des petits trucs, on voit bien que c'est une lecture teens, hein, mais ça reste très agréable. Moi, je, je- franchement, Miles Morales, Spider-Man, il faut le lire. Je trouve que c'est vraiment un bon, une bonne lecture. En tout cas, voilà, je trouve que c'est plutôt très, très bien comme lecture. Et bah, on enchaîne avec la troisième review. Et quant à faire, bah, autant parler de Spider-Man. Eh oui. Suite aux épisodes que je viens de vous conter, on repart sur un nouveau trade qui va de 22 à 28 avec ce qu'on appelle la saga du clone. Alors, la saga du clone fait frémir les lecteurs de Spider-Man qui ont subi ou apprécié cette très longue saga avec Peter, hein, qui avait commencé dans les années 70, qui a eu son retour dans les années 90 sur plusieurs années, il faut dire ce qui est, et qui a même un autre retour avec le run de Dan Slott et la conspiration des clones, et un certain nombre de choses. Donc les clones dans Spider-Man, il y en a tout le temps, et Miles, jusqu'à présent, avait un peu échappé, sauf que on l'avait vu dans le précédent, juste il y a quelques minutes, revenez en arrière, il y avait un personnage qui semblait être un Spider-Man, voilà. Et un clone, apparemment oui. Mais d'où vient-il et que fait-il? Donc ce trade paperback, toujours scénarisé par Saladin Ahmed, avec cette fois Natasha Bustos et Carmen Carnero au dessin. Et en fait, alors, Bustos ne fait qu'un seul épisode qui est graphiquement pas extraordinaire, mais qui raconte une petite tranche de vie avec le personnage de Starling. Voilà. Starling qui est un nouveau personnage qui est la petite fille du vautour et qui voilà. Donc, c'est plutôt intéressant de voir ces deux personnages qui évoluent dans une sphère différente et qui se rejoignent finalement pour faire le bien. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis bon, on finit avec King in Black. Et ouais, parce que du coup, dans ce trade paperback, donc là on a un épisode standalone qui enchaîne sur l'épisode King in Black, avec les symbiotes qui attaquent. Bon, je ne vais pas vous faire le résumé de King in Black et de ce qui se passe, mais du coup, Miles est appelé par Miss Marvel. Et bah voilà. Alors, petit fun fact, hein, là on voit déjà dans Absolute Carnage, Miles Morales c'était pas top, il y avait des incohérences par rapport à la trame principale. Et bah là c'est la même chose, hein, puisque à un moment donné Miles décide d'utiliser son rayon venin contre un dragon symbiote, et en fait il découvre qu'il y a un vrai dragon dessous. Alors que c'était des symbiotes normalement, il n'y avait pas de dragon, il n'y avait rien. Donc voilà. Je sais pas pourquoi l'auteur a fait ça, à un moment donné, je ne comprends pas. Bref. Et donc il va se battre contre une Miss Marvel symbiote, un petit combat très simple, mais qui avec des planches qui sont plutôt pas mal, hein. Franchement. Carnero dessine plutôt pas mal, en tout cas ça donne une bonne ambiance. Bon, forcément vous imaginez que ça se passe bien. Et après on enchaîne sur une petite tranche de vie là aussi avec Miss Marvel, voilà, où ils vont faire des petites choses comme ça. Donc on a finalement 3 épisodes qui ne sont pas dans la saga du clone. Ne me demandez pas pourquoi. On a ces 3 épisodes qui sont un petit peu à part, et on a le numéro 25 où la saga du clone commence véritablement. Voilà, on n'avait que quelques petites touches jusqu'à présent, et puis on a vraiment ce qu'il faut. Et donc là, ce qu'on découvre très rapidement, c'est que Spider-Man aurait, ça se finit comme ça, aurait kidnappé des scientifiques. Pourquoi, comment? Bon, les parents de Miles sont un peu inquiets. Donc Miles essaie de trouver des scientifiques et il tombe sur Spider-Man. Voilà, il y a toute
toute une bagarre entre les deux, hein, pour que finalement ils aboutissent au fait que ce sont les originaux. Voilà, c'est un peu marrant parce que du coup, moi, ce que j'ai bien apprécié, c'est effectivement qu'on ait une espèce de team-up, même si ça reste très réduit entre les deux Spider-Man qui vont affronter les clones. Voilà. Un premier. Par contre, c'est quoi? Comme je vous le disais, je trouve que Miles est tellement plus fort que Peter, c'en est presque déroutant par moment. Voilà. On retrouve les trois clones de Miles. Alors, avec un qui a l'air vraiment très mauvais. Pourquoi est-il si méchant? Parce que les autres ont l'air un peu plus mitigés, mais en tout cas, c'est assez intéressant. Et du coup, je vais vous montrer. On a voilà, quelques pages avec voilà, deux bagarres avec Spider-Man. Voilà, les deux Spider-Man. Donc, c'était plutôt pas mal. Alors, sans vous révéler la fin et ce qui va se passer, mais à un moment donné, on a des explosions. Je sais plus si on voit les explosions, mais c'est juste démoniaque. On a des explosions de fou. On se croirait. Dans Dragon Ball des fois. Tellement les pouvoirs de Miles sont surpuissants, c'est assez bizarre. Et on termine avec un petit épisode, mais là aussi, alors je sais plus si c'est un épisode ou un backup. Je pense que c'est un petit backup. Voilà, avec une petite histoire complètement anecdotique. Donc, ces deux tomes, je vais reprendre l'autre. Hein. Ces deux tomes, c'est quand même une bonne lecture. Et ce tome-là, la saga de Clown, du coup, Saladin Ahmed ne tombe pas dans la facilité scénaristique d'étendre à beaucoup d'épisodes cette saga du clone. C'est très concis. Paf, paf. C'est fini. Il laisse des portes ouvertes, bien sûr. Il y a un changement de statu quo à la fin, c'est sûr. Mais voilà, je trouve qu'il a fait les choses de façon très précise et qu'il ne s'est pas laissé embarquer dans ce qu'il aurait pu se laisser embarquer dans une histoire au long cours et qui crée des problèmes. Là, non, il a un parti pris intéressant par rapport à cette saga du clone. Et non, ouais, je trouvais ça assez intéressant. En tout cas, là aussi, il y a toujours plein de petites choses avec l'ex-copine de Miles, avec Gank, avec les relations avec ses parents, avec sa sœur, avec Spider-Man aussi, Peter. Il y a plein de choses qui se passent et du coup, Miles, moi je trouve que c'est une bonne petite série. Pas la série extraordinaire, mais c'est une bonne petite série et à la lecture de ces deux traits de paperback, je trouve ça plutôt pas mal. En tout cas, je regrette, mais bon, ça, que Panini ait fait une publication, mais juste horrible, concernant ce personnage. Alors, je sais qu'ils sont en train de tous les ressortir en next-gen. Je crois qu'il y en a 3. Peut-être que le 4e sortira. Bon, il faudrait sortir la suite aussi sous ce format pour avoir une collection complète de Miles. Ça serait assez intéressant. En tout cas, moi, ça me semblerait assez intéressant d'avoir toute la collection dedans. Et voilà, plutôt qu'en cartonner en commençant au tome... au 4, quoi. Parce que voilà, ça, c'est le premier numéro en librairie, ça, c'est le deuxième numéro en librairie, et c'est pourtant 4 et 5. Ça n'a pas de sens. Et on part de l'épisode 16, sans savoir le cast, sans savoir de quoi on parle. Voilà, et donc, les autres épisodes, les épisodes précédents, étaient dans le softcover qui a été arrêté. Donc, bref. J'espère que Panini va quand même continuer, parce que moi, je pense que vraiment, Miles peut attirer des gens qui sont intéressés par un personnage plus jeune que Peter et pour vivre des aventures au lycée. Voilà. Un petit peu comme la version Ultimate, mais voilà. Donc ça peut être assez intéressant. Bon, on conclut avec une dernière review. Ça vous dit? Pour cette dernière review, on va parler de Spider-Man. Non, on va pas parler de Spider-Man. On va parler d'un event de Spider-Man, Spider Island, et je vous présente là le Monster Spider Island qui reprenait un certain nombre de petits épisodes tie-in ou compléments à cet event et qui, je ne crois pas, alors peut-être qu'il est ressorti dans l'absolu, il n'y a pas un absolu, il y a un deluxe qui est sorti, je crois que je suis pas sûr qu'il soit... Donc là on a une version souple voilà, qui ressemble un peu à de l'Epic. L'Epic Collection, sauf que bon là on avait 300 pages pour 30 euros, alors que l'Epic Collection on a 26 pages pour 400, on a 26 euros pour 400 pages, enfin bref.
Donc, et je vais vous parler, je ne vais pas vous parler de Spider-Man, je vais vous parler d'un personnage qui a eu droit à un film récemment. Je vais vous parler, si je retrouve, de Shang-Chi. Shang-Chi avec effectivement 3 épisodes qui sont liés à Spider Island. Donc Spider Island Deadly Hand of Kung Fu, où on suit les aventures de Shang-Chi. Alors, pour la petite histoire, Shang-Chi étant le professeur de Peter Parker dans cette période de Spider Island où il apprend la voie du Kung Fu avec, son sens d'araignée et d'utiliser cette capacité. Puisque effectivement, à un moment donné, tout le monde a des pouvoirs et donc Peter apprend le Kung Fu. Et donc on suit ce... Alors c'est un style un peu particulier, je ne pense que je ne vais pas retrouver les crédits, c'est John Stone et Fiumara au dessin. C'est un style un peu particulier, mais du coup, Shang-Chi a des visions, donc notamment une des armes immortelles qui fait le lien avec la série Iron Fist de Brubaker, il me semble. Et du coup, il essaye d'enquêter, voilà, sachant qu'il a effectivement les pouvoirs de Spider-Man qui lui ont été transmis. Et donc il voit avec Madame Web, parce que elle peut voir la toile, elle voit des choses un peu bizarres. Et donc on a des épisodes où on voit la première attaque des super-héros avec les super-vilains qui ont les pouvoirs dans Spider Island, où Shang-Chi voit ce qui se passe et il rencontre une des armes immortelles, l'araignée, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, la promise des 9 araignées, la célèbre promise des 9 araignées, voilà, qui fait partie des armes immortelles, et Iron Fist la suit parce que il y a quelque chose qui se passe, et du coup, les deux se battent parce qu'en fait, c'était un piège, et ils se retrouvent dans une espèce de manoir, puisque les deux sont capturés et vont être consommés. Enfin, non, ils ne sont pas capturés, il n'est pas capturé, mais il va dans un manoir où il a détecté des influences. On a 3 épisodes qui vont mêler à la fois action et arts martiaux, et recherche un petit peu de tout ça, et donc c'est très très plaisant. Alors par contre, moi ce que je trouve un petit peu dommage, on ne voit pas ici, mais parce que c'est pas petit, mais en fait chaque coup est nommé. Donc là on a le droit à coup de la flèche infaillible, coup du serpent qui revient en arrière, coup... alors bon, pourquoi pas, c'est assez marrant finalement d'avoir chaque signification de coup, sauf que bon, je suis pas sûr que ça apporte un grand avantage. Et donc on a les deux, et bon, alors est-ce que je vous révèle... du coup, je ne sais pas si vous allez pouvoir retrouver son numéro, mais du coup, on a le gros vilain qui ressort, qui est donc Ai Capek. Je crois que c'est comme ça qu'on prononce. Ai Apek, pardon. Et du coup, qui est un dieu qui avait été sauvé par Norman Osborn, qui était dans une prison et qui vient d'Amazonie, etc. Et voilà, forcément, un dieu araignée dans Spider Island, ça avait du sens. Et on a aussi droit à un Shang-Chi avec les 6 bras. Et oui, ça c'est cool. Voilà. Donc une petite histoire vraiment très très courte où on s'amuse bien à voir ce qui se passe. Voilà. C'est petit, voilà. En tout cas, moi j'ai bien apprécié ces 3 épisodes. 3 épisodes c'est court, ça va vite, ça va d'un point A à un point B, et finalement on n'a pas trop le temps de tergiverser, et c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, ce monster était plutôt pas mal. Alors j'ai pas la composition exacte parce que forcément si. Alors on a quoi? On a le super bouffon et chacal, Spider-Woman, la cape et l'épée, le Punisher et les monstres arachnéens, Shang-Chi, Héros alloué, Spider-Girl. Voilà. Donc on a pas mal de choses. Donc, à chaque fois soit des one-shots, soit des mini de 3 épisodes. Alors, c'est un beau petit bébé avec cette couverture, avec la couverture avec le secret. Je sais pas si vous avez gardé le secret. À un moment donné, il y avait un secret sur cette couverture. Soi-disant qu'il y avait un mot qui apparaissait quelque part par là. Enfin, c'est n'importe quoi. Voilà. Bah, comme d'habitude, si vous aimez, dites-le moi. Comme vous avez pu constater que là, je suis un peu fatigué et du coup, ça a dû être très confus en termes d'explication. Veuillez m'en excuser. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, voilà, pour que toujours plus de vidéos. Dites-moi si vous voulez que je continue à faire des runs comme ça. Si vous voulez continuer, si vous voulez que je continue
sur Hulk, sur les 4 Fantastiques, sur les Thunderbolts. Dites-le moi en commentaire. Et sur ce, je vous dis ciao.